Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, vendredi 5 juin, les tensions restent vives au Proche-Orient, malgré une annonce de cessez-le-feu contestée. L'actualité est aussi marquée par des décisions politiques aux États-Unis et par plusieurs dossiers sensibles au Canada en santé et en énergie. Géopolitique, le Hezbollah rejette un accord de cessez-le-feu annoncé entre Israël et le Liban, malgré une reprise des discussions diplomatiques. Les États-Unis ont annoncé l'entente mercredi soir, à la suite d'un nouveau cycle de pourparlers. L'accord prévoit des conditions concrètes, dont l'arrêt des tirs du Hezbollah et un retrait de ses forces loin de la frontière. Le dispositif inclut aussi le déploiement de l'armée libanaise dans de nouvelles zones pilotes, près de la ligne de séparation. Le Hezbollah qualifie ces négociations d'absurdes et rejette l'accord en demandant un retrait complet d'Israël du Liban. Malgré l'annonce de trêve, des frappes israéliennes ont visé le sud du Liban durant la nuit, notamment à Tyr. 7 personnes ont été tuées à Tyr, selon une source de la défense civile, et une attaque a eu lieu près d'un hôpital. Dans le même secteur, la mission de maintien de la paix de l'ONU au Liban, l'UNIFIL, a signalé un mort parmi ses casques bleus. L'UNIFIL précise que des obus de mortier ont aussi blessé d'autres membres du contingent dans le sud-est du Liban. À Washington, la Chambre des représentants adopte un paquet d'aides militaires à l'Ukraine et de nouvelles sanctions contre la Russie. Le texte est adopté par 226 voix contre 195, malgré la résistance des dirigeants républicains à la Chambre. 18 élus républicains se sont joints aux démocrates pour faire passer la mesure. C'est la première fois, durant le second mandat de Donald Trump, qu'un projet d'aide à l'Ukraine passe de façon autonome dans une chambre. Le vote envoie un signal politique clair sur le soutien à Kiev et sur l'impatience d'une partie du Congrès face à l'approche présidentielle. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky propose une rencontre en tête-à-tête avec Vladimir Poutine dans une lettre ouverte. Zelensky affirme qu'un règlement passe par un engagement direct entre les deux pays et se dit prêt à un cessez-le-feu complet. Du côté russe, le Kremlin indique que Vladimir Poutine n'a pas encore vu la lettre au moment des premières réactions. La Russie répond que Zelensky pourrait venir à Moscou à tout moment, mais le président ukrainien écarte d'avance cette option dans sa lettre. Cette initiative survient alors que Vladimir Poutine reconnaît la nécessité de renforcer les défenses aériennes russes après des attaques ukrainiennes. La Corée du Nord révèle une nouvelle installation liée à la production de combustible pour armes nucléaires. Des photos diffusées par les médias d'État montrent un site qui ressemble à une usine de production d'uranium de qualité militaire. La divulgation suggère que Kim Jong-un cherche à consolider le statut de la Corée du Nord comme puissance nucléaire. Les États-Unis imposent aussi de nouvelles sanctions visant la direction politique de Cuba. Le secrétaire d'État Marco Rubio annonce des sanctions économiques contre le président cubain Miguel Díaz-Canel. Des membres de la famille Castro figurent aussi sur la liste, dont un fils et un petit-fils de l'ancien président Raúl Castro. Marco Rubio avertit que toute personne fournissant des services aux entités visées s'expose aussi à des sanctions. Ces mesures s'ajoutent à un durcissement américain récent, incluant un décret élargissant les sanctions et une pression accrue sur les partenariats étrangers avec l'île. Canada. Au Manitoba, le premier ministre Wab Kinew affirme qu'il n'y a pas d'opposition autochtone à un projet de pipeline dans le nord. Il souhaite voir construire un pipeline de gaz naturel liquéfié, lié à un effort d'expansion du port de Churchill. Wab Kinew soutient que les dirigeants autochtones du nord du Manitoba n'expriment pas d'opposition au projet, dans l'état actuel du dossier. Le projet s'inscrit dans une stratégie de développement d'infrastructures, avec Churchill comme point d'ancrage. En Colombie-Britannique, la nation Aïl-Zacav, aussi appelée Heiltsuk, obtient une entente de 12,2 millions de dollars. Le règlement vise une entreprise liée à un déversement de carburant survenu en 2016, après l'échouement d'un remorqueur. La nation indique avoir complété la première partie d'un règlement en plusieurs volets.
Le déversement avait libéré des milliers de litres de carburant dans les eaux de son territoire. À Winnipeg, des stocks de vaccins expérimentaux contre Ebola se trouvent dans des congélateurs, dans un contexte de recrudescence de cas. La même situation est signalée au Texas, avec des doses également entreposées. En tout, près de 350 cas d'Ebola et environ 60 décès ont été rapportés jusqu'ici. La présence de ces vaccins souligne l'existence de contre-mesures médicales, même si leur utilisation demeure expérimentale. Dans le réseau de la santé, des médecins disent vivre un épuisement important, lié à l'implantation du dossier santé numérique. Des témoignages font état de médecins en pleurs, de détresse psychologique et d'une charge de travail fortement alourdie. Le dossier met en cause le rythme et les conditions d'implantation d'un outil numérique qui transforme les routines cliniques. L'enjeu immédiat concerne la capacité des équipes à maintenir les soins tout en absorbant des tâches administratives additionnelles. Au Québec, Hydro-Québec signale une situation inhabituelle à son principal réservoir, maintenant aux 3/4 vide. Les stocks d'énergie sont au plus bas en 21 ans, ce qui pèse directement sur les revenus de la société d'État. Cette baisse de réserve réduit la marge de manœuvre énergétique. Dans une province où l'hydroélectricité structure l'approvisionnement, dans les écoles défavorisées, des organismes annoncent qu'ils maintiendront des services pour limiter les impacts d'un changement de financement. Des établissements perdront du soutien financier en raison d'une baisse de leur indice de défavorisation. Des intervenants parlent d'une volonté d'amortir le choc. Pour les élèves et les équipes écoles, la situation touche des services concrets, souvent offerts au quotidien, là où les ressources restent déjà comptées. Science. En République démocratique du Congo, des guérisseurs traditionnels participent à la riposte contre Ebola sur le terrain. Dans certaines zones, des travailleurs de la santé sont rejetés ou évités par une partie de la population. L'Organisation mondiale de la santé met l'accent sur l'intégration des communautés et de leurs rites dans la réponse sanitaire. L'objectif est d'améliorer l'acceptation des soins et des mesures de prévention, dans un contexte de méfiance envers des intervenants externes. Le rôle des guérisseurs devient alors un point d'entrée concret pour faciliter la prise en charge et limiter la propagation. Un épisode d'El Niño potentiellement très intense retient aussi l'attention des spécialistes du climat et de la météo. Un El Niño fort, parfois qualifié de Super El Niño, peut favoriser des événements extrêmes. Les impacts possibles incluent de très fortes pluies dans certaines régions et des sécheresses aggravées ailleurs. L'enjeu est pratique, car ces variations influencent les risques d'inondation, de pénurie d'eau et de dommages aux infrastructures. Les autorités et les services météorologiques suivent ces signaux pour ajuster la préparation aux épisodes violents. Sur les côtes tropicales, des forêts de mangroves montrent une reprise après des décennies de destruction par l'activité humaine. Cette régénération surprend par son ampleur dans certains secteurs. La remontée des mangroves offre une protection tangible contre l'érosion et les tempêtes pour des communautés côtières. Elle contribue aussi au stockage du carbone, un élément important pour le climat. Le retour de ces écosystèmes améliore enfin les habitats pour de nombreuses espèces dans des zones où la biodiversité avait reculé. Climat. Aucun élément n'a été retenu aujourd'hui dans cette section. Monde. En Afrique, un projet de charte sur la famille, la souveraineté et les valeurs suscite une condamnation de groupes de défense des droits. Des gouvernements se sont réunis au Ghana et le texte a franchi une étape vers une adoption politique. Le projet de traité affirme que les droits sexuels et reproductifs représenteraient une menace existentielle pour la famille africaine. Il évoque des idéologies étrangères et pousse des États à se retirer d'accords jugés incompatibles avec ces principes. Le texte cite notamment le protocole de Maputo de 2003, associé aux droits des femmes en Afrique. En Somalie, des combats éclatent à Mogadiscio entre l'armée et des milices liées à l'opposition. Les affrontements endommagent des biens et forcent des civils à fuir certains secteurs. La violence survient avant des manifestations prévues jeudi.
liées à la décision du président de rester en poste après l'expiration de son mandat. Des leaders de l'opposition, appuyés par des milices, ont pris position dans leur bastion clanique de la capitale avant les combats. La situation montre un risque immédiat pour la sécurité urbaine dans une ville déjà fragilisée par des tensions politiques. En Europe, la Cour de justice de l'Union européenne juge illégale des réductions d'allocations pour certains demandeurs d'asile en Allemagne. La décision renforce les droits de personnes dont la demande a été rejetée, en exigeant plus qu'un strict minimum vital. Le jugement intervient alors que le nouveau pacte européen sur la migration commence à entrer en application. L'enjeu porte sur les obligations sociales minimales des États, même quand le statut migratoire est contesté. Dans le Golfe, les États de la région évaluent les conséquences sécuritaires et économiques d'une guerre de 100 jours impliquant les États-Unis, Israël et l'Iran. Le conflit oblige plusieurs capitales à revoir des hypothèses anciennes sur les alliances et la stabilité régionale. Cette période prolongée de guerre pèse sur les calculs de sécurité et sur la confiance dans les arrangements existants. Les retombées économiques font aussi partie des préoccupations, alors que la région dépend de la prévisibilité pour ses échanges et ses investissements. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 461 $ américains, en baisse de moins 0,1% sur 24 heures. L'argent se négocie à 73 $ américains, en baisse de moins 1% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 63 072 en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,72 $ américains. Au Canada, le débat public se cristallise autour du mot récession et de sa définition. 2 trimestres consécutifs de croissance négative sont évoqués comme un signal classique de recul économique. Mais cette situation n'est pas automatiquement qualifiée de recul significatif dans certains cadres d'analyse. L'enjeu est aussi politique car le mot récession influence la perception des ménages et des entreprises. Le vocabulaire utilisé peut peser sur la confiance au moment où l'activité ralentit déjà. Le dossier souligne que la discussion porte autant sur les critères que sur la réalité des trimestres négatifs. À savoir aujourd'hui, le 5 juin 1968, Robert F. Kennedy meurt après avoir été blessé par balle à Los Angeles. Le 5 juin 1947, le secrétaire d'État américain George Marshall présente le plan qui portera son nom pour reconstruire l'Europe. C'était Actu Rémi. Merci de votre écoute.